Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Frédéric Lemoal, bonjour. Bonjour Karen. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie d'émission que nous consacrons à l'histoire du fascisme et à l'histoire de Benito Mussolini. Pour les auditeurs qui ne nous auraient pas écoutés la semaine dernière, je leur précise qu'il y a une première partie, ils écoutent la seconde partie et que nous avons comme support deux ouvrages. L'un d'Emilio Gentile, qui est un professeur italien, spécialiste de l'histoire du fascisme italien, qui est un ouvrage qui vient d'être traduit en français, que vous avez préfacé avant qu'il ne devint le Duce aux éditions Certamen. Et vous-même, Frédéric Lemoal, vous publiez aux éditions Hora Decima un petit opuscule consacré au fascisme, mythes et réalités, qui est une sorte de synthèse et de simplification, même si votre pensée y est élaborée et profonde. Non, mais on est toujours gêné quand on dit un ouvrage de simplification, on a l'impression que c'est le fascisme pour les nuls et que du coup c'est l'auteur aussi qui est nul. Donc c'est pour ça que je mets toutes ces parenthèses. Un ouvrage vraiment passionnant. Alors, si vous le permettez, Frédéric Lemoal, je rappelle aux auditeurs que dans la première partie, nous avons surtout étudié la personnalité et la pensée de Benito Mussolini dans sa construction jusqu'en 1919, puisque on le laisse dans un état de simili-échec. Et puis là, nous allons rentrer dans le vif du sujet du fascisme, puisque de 1919 à 1945, on peut dire que c'est le Mussolini au pouvoir, dont l'expression du fascisme va se mettre en place et va devenir une réalité. Il y a un petit point que je n'ai pas évoqué avec vous la dernière fois autour de la question de l'unité italienne. C'est la question de la langue, de l'alphabétisation, de l'instruction des Italiens. Vous nous aviez dit que Mussolini avait une constance dans sa vie qui était une sorte de complexe d'infériorité. On sent qu'il y a aussi un complexe italien, d'infériorité italienne, et auquel Mussolini cherche à trouver des réponses. Et l'unité italienne, puis l'unité après la Première Guerre mondiale va être l'occasion pour lui de chercher à donner aux Italiens une formation, une instruction, une langue commune pour les sortir un peu de cette image qu'il a l'impression qui est donnée de l'italien miséreux, pauvre, incapable. Ah, ça, c'était une image qu'il ne pouvait pas supporter. Le combat linguistique, en fait, il est mené dans à peu près tous les pays à cette époque, puisque c'est l'exemple français. Effectivement, on lutte contre les langues régionales, et le fascisme s'est imposé, évidemment, comme la personnification même de la nation italienne. C'est-à-dire que l'ambition du fascisme, c'était de fusionner le fascisme et la nation italienne, que le fascisme fut l'unique représentant de la nation, du sentiment national italien. Cela passait évidemment par l'italianisation des Italiens. Alors surtout en Italie, sans doute parce que les sentiments régionalistes étaient encore plus forts qu'en France. Il y avait bien sûr les langues régionales, mais qui étaient liées à des États préexistants à l'unité. Donc ce combat linguistique, c'était un combat évidemment majeur. Il fallait faire les Italiens. On a même fait une pizza patriotique, la pizza margherita, en honneur de la reine Marguerite, la femme d'Humbert Ier, qui est aux couleurs de l'Italie, je vous le rappelle. Alors, ce combat linguistique, en fait, d'un côté, il est utilisé par Mussolini pour faire les Italiens, mais notamment dans les provinces qui ont été récupérées à l'issue de la Première Guerre mondiale et des traités de paix en 1919, où la présence de l'allemand, la présence du slovène était quand même très, très prononcée. Il y a eu tout un programme de lutte contre l'allemand et contre le slovène. Il fallait évidemment éradiquer les sentiments identitaires qui n'étaient pas italiens. Mais le langage est aussi utilisé pour faire des fascistes. Et alors là, ça c'est un exemple
que je développe un petit peu, en effet, dans mon petit livre, mais qui, pour moi, est vraiment très révélateur. C'est le projet en 1938 de la part de Mussolini de réformer la langue italienne et de supprimer la formule de politesse traditionnelle. Alors, c'est un peu complexe. Pour dire vous en italien, on dit lei, elle. Donc, si je m'adresse à vous, Anne, je ne dois pas dire, voilà, vous êtes patronne d'émission, je dis, elle est patronne d'émission. Et ça vient de l'héritage espagnol sur la péninsule italienne. Et Mussolini voulait absolument se débarrasser de cette formule qui donc venait de l'étranger, qui était très utilisée par la bourgeoisie, parce que c'est assez complexe à parler, c'est une formule qui est un peu complexe. Il faut bien, voilà, il faut bien la maîtriser pour ne pas faire d'erreur. Et ça servait à la bourgeoisie un peu de marqueur social, hein, pour se différencier de la plèbe. Et puis, ça a un genre féminin, lei. Donc tout ça ne plaisait pas à Mussolini. Donc il a imposé en 1938 l'usage du voi, vous, comme nous on dit en français, voire favoriser le tutoiement. Alors c'est très intéressant parce que l'État qui avait déjà voulu réformer sa langue, c'est la Révolution française, avec bien sûr le tutoiement républicain, l'abolition du vouvoiement. L'Italie fasciste a aussi réformé son calendrier, hein. On comptait les années depuis 1922, l'an 1 de la révolution fasciste. Les derniers à avoir fait ça, ce sont les Jacobins, ce sont les révolutionnaires français. Donc il y a des exemples à méditer, si vous voulez. Donc évidemment, pourquoi Orwell a très bien expliqué ça. C'est-à-dire que par le langage, bien sûr, on façonne une âme, on façonne un esprit, et par le langage, en fait, on infuse dans l'esprit l'idéologie du régime. Alors il y a, bien sûr, le tutoiement révolutionnaire, il était égalitaire, comme tout ce qui vient de la Révolution. Mais attention, il y a aussi un aspect égalitaire, hein, dans le fascisme, c'est-à-dire la masse. La masse où tous les Italiens, même si les classes sociales existent toujours, mais tous les Italiens, en fait, forment une seule masse, qui est la masse nationale. Donc on retrouve ici, bien sûr, cette démarche totalitaire, en fait, par la volonté de toucher le langage. Il y a toujours une logique totalitaire, hein, à toucher au langage. Je ne ferai pas de comparaison avec aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais on parlait dans la première partie de notre entretien que les auditeurs ont entendu la semaine dernière du guépard, qui effectivement nous donne une illustration très parlante, hein, de cette soit unité italienne, soit résistance à l'unité italienne. Et on voit bien la complexité que pouvait être de se retrouver avec une multitude de langues, du fait de la multitude d'États qui chapeautaient les régions. Effectivement, on ne parle pas la même langue selon que l'on est rattaché à la cour de Naples et des Bourbons, ou bien à la cour de l'Autriche. Quand vous êtes en Istrie, enfin quand on se promène en Slovénie, qu'on voit Pula, et qu'on se souvient que c'était la base navale de l'Empire austro-hongrois, oui. Évidemment, ça fait réfléchir. Mais j'ai été très frappée dans l'ouvrage d'Emilio Gentile, et vous venez de nous donner une explication passionnante sur ce que Mussolini voulait faire de la langue, mais de ce sentiment d'un complexe national, cette image, on sent que Mussolini ne supporte pas l'attitude de commisération que les Français peuvent avoir à l'égard des Italiens. Il faut dire qu'on a connu une immigration italienne extrêmement importante avant la Première Guerre mondiale, hein, bien sûr. En France. Oui, bien sûr, et après. Mais c'était une immigration vraiment massive avant la Première Guerre mondiale, et de gens qui n'avaient aucun bagage, qui n'avaient pas de métier. Oui, c'était une immigration de misère. C'est ça. C'était vraiment des miséreux, effectivement. Alors, cette image, en effet,
très, très française en fait de regarder les Italiens de haut. Elle s'est exprimée en 1919 au moment de la conférence de paix où Clemenceau a vraiment traité les Italiens comme des moins que rien. La délégation italienne a même quitté la conférence à un moment parce qu'elle n'obtenait pas satisfaction. Et les Alliés en ont profité pour donner des terres aux Yougoslaves. Donc il y a ce regard très, très méprisant. Et effectivement, en fait, l'un des objectifs de Mussolini, c'est de faire de l'Italie une puissance respectée. Et de fait, jamais l'Italie n'a été aussi influente, courtisée par les grandes puissances que pendant le ventennio, c'est-à-dire pendant les 20 ans du régime fasciste. C'est une des grandes puissances internationales de cette époque. Dans un premier temps, très proche des Occidentaux, parce qu'il s'agit évidemment de combattre le révisionnisme allemand, plus tellement autrichien, parce qu'il n'y a plus d'empire austro-hongrois, mais révisionnisme allemand, qui pourrait vouloir réaliser l'Anschluss, et pourquoi pas pousser jusqu'au Trentin, voire récupérer Trieste. Donc là, il y a une convergence très, très forte avec la France. L'Italie de Mussolini a participé aux accords de Locarno, qui sont signés le 16 octobre 1925, qui étaient des accords de la première réconciliation franco-allemande, qui réglaient le problème du contentieux de la frontière en Alsace-Lorraine avec les Belges, les Français et les Allemands. Il y a deux pays qui sont garants de ces accords, le Royaume-Uni et l'Italie de Mussolini. On a une Italie qui est écoutée, qui est respectée, dont on cherche l'appui. Mussolini a été à l'origine de la conférence de Stresa, 1935, après que Hitler eut rétabli le service militaire. Donc il y avait une orientation très anti-allemande, hein, très très forte, voire anti-nazi. Hein. Il se moquait beaucoup des nazis dans un premier temps parce qu'il se proclamait évidemment supérieur à tout le monde. Il aimait bien rappeler qu'à l'époque de Tite-Live et de Tacite, les Allemands vivaient dans des cavernes ou dans des forêts épaisses avec des peaux de bêtes. Hein. Il aimait bien le respecter. Là aussi, il ne faut jamais lire la suite l'histoire par la fin. Hein. Le point de bascule, c'est la conquête de l'Éthiopie. La conquête de l'Éthiopie, c'est un point de bascule parce que l'Italie là devient vraiment une puissance révisionniste et agressive. Alors justement, Frédéric Lemoal, vous aviez dit tout à l'heure que, dans notre première partie, nous avons un peu abordé cette question de l'empire colonial italien, puisque ça fait partie des grands, en apparence, paradoxes de Mussolini, qui était un homme profondément anticolonialiste et puis qui va devenir un interventionniste à l'extérieur très ardent. Est-ce que l'on peut présenter à nos auditeurs quel était cet empire colonial italien dans la période première puis seconde guerre mondiale? Alors c'est un empire colonial qui est extrêmement réduit, puisque l'Italie est arrivée évidemment tardivement dans le mouvement. Il faut attendre 1870 pour que Rome fût annexée, et donc la fin en tout cas officielle du Risorgimento, bien qu'il y ait encore des provinces qui étaient en dehors, mais bon bref. Et donc c'est à partir des années 1880 que l'Italie participe à la course coloniale en Afrique. Alors évidemment, les Français et les Anglais sont en pôle position, et les Italiens parviennent à obtenir des terres en Somalie, ce qui est devenu, en effet, dans les années 20 et 30, ce qu'on appelait la Somalie italienne, le Somaliland. Et puis en 1911, c'est la guerre de Libye. Alors là, c'est une attaque contre l'Empire ottoman qui est lancée par le gouvernement italien pour conquérir la Libye, donc l'autre rive, hein, l'Altra Sponda, donc, en Afrique, pour acquérir un territoire colonial. Ce qui est fait en 1912 par le traité de Lausanne, qui donne à l'Italie, en fait, alors la Libye, mais en fait c'est le littoral, plus les îles du Dodécanèse, hein, qui sont des îles grecques le long de la côte de la Turquie. Mais expédition condamnée hein, par Mussolini, qui est viscéralement anticolonialiste, antimilitariste à cette époque, hein, 1911-1912. Donc les Italiens obtiennent vraiment le littoral de la Libye, et en fait c'est un peu comme nous l'Algérie.
la conquête de la Libye proprement dite, qu'il crée en fait, parce qu'à l'époque on parlait de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, en fait se fait année après année. Et c'est effectivement au moment de la période fasciste que la conquête de la Libye et du sud de la Libye, le Fezzan, est achevée d'une manière quand même très brutale, hein. Avec des répressions extrêmement fortes. La violence du fascisme s'est exercée en fait dans les territoires assez périphériques. Une fois qu'on a achevé la conquête du pouvoir et éliminé les opposants, la violence s'exerce à l'extérieur sans qu'il soit vraiment possible pas toujours de discerner ce qui relève de la violence coloniale que beaucoup de pays pratiquaient, que la plupart des pays pratiquaient à cette époque, ou d'une violence proprement fasciste. C'est matière à discussion. Mais bon, ça ne suffisait pas pour Mussolini, qui veut vraiment conquérir un empire colonial. Et ses yeux se tournent au tout début des années 30 vers l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie n'est pas un pays comme les autres, puisque c'est le seul pays d'Afrique, avec le Libéria, mais bon, c'est le seul pays d'Afrique à être indépendant. Les Italiens y avaient vécu une défaite humiliante en 1896 à la bataille d'Adwa. Ils avaient été battus par les armées éthiopiennes, ce qui est évidemment à cette époque une humiliation pour un peuple européen qui a provoqué une crise majeure en Italie. Et l'Éthiopie, qui était donc même membre de la SDN à la suite de la Première Guerre mondiale. Et donc Mussolini veut conquérir l'Éthiopie pour évidemment laver l'humiliation d'Adwa de 1896, pour montrer que le fascisme réussit là où la petite Italie, l'Italie d'avant, l'Italietta, a échoué, pour avoir un territoire colonial et pour tremper les Italiens dans le feu de la guerre, car le fascisme est indissociable de la guerre. Le projet fasciste, c'est faire un homme nouveau, un nouvel Italien. Ce nouvel Italien, c'est une sorte de néo-légionnaire, c'est un combattant violent, sans pitié, débarrassé de toute l'éthique chrétienne. Et les jeunes générations n'ont pas connu la guerre en 35-36, et donc il faut les envoyer faire la guerre. La guerre, c'est la forge d'où sort le nouvel Italien. Et oui, pardon de vous interrompre, Frédéric Lemoyle, mais il a des propos qui sont cités par Emilio Gentile dans son ouvrage avant qu'il ne devint le Duce. La guerre est comme une révolution victorieuse. La guerre permet d'y exprimer sa violence. Voilà. Le fascisme considère que la violence, c'est intrinsèque à la nature humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un instrument d'accouchement de l'histoire, comme le dirait un marxiste, mais c'est intrinsèque à la nature humaine. Et donc, il faut trouver des moyens il faut laisser la nature humaine s'exprimer. C'est en cela qu'il y a une forme de paganisme alors que le nazisme poussera évidemment à l'absolu, mais cet aspect païen que l'on trouve dans le fascisme. Et donc ça explique donc l'agression de l'Éthiopie en octobre 1935. Ça n'a pas été une promenade militaire, loin de là. La guerre s'achève en mai 1936, certes par la victoire, mais ça a été une conquête en fait vraiment difficile. À un moment, Mussolini a vraiment considéré qu'il allait perdre. Et donc là, se posait la question de son maintien au pouvoir, bien évidemment. Et en plus, l'armée italienne a fait preuve de très grande violence contre les Éthiopiens, a utilisé des bombes incendiaires, a utilisé des gaz contre les Éthiopiens. Et d'un point de vue diplomatique, c'est vraiment un tournant parce que les Anglais depuis le Risorgimento, les Anglais sont proches de l'Italie. Évidemment, l'Italie, en plein milieu de la Méditerranée, on comprend facilement que les Anglais veulent absolument être en meilleurs termes avec les Italiens. Le régime fasciste ne leur posait pas de problème, c'était un régime anticommuniste qui stabilisait l'Italie. Mais là, à partir évidemment de 1935, alors là, ça change tout, puisque la conquête de l'Éthiopie place les Italiens en plein milieu de la zone coloniale anglaise. C'est une menace contre les sources du Nil et ça remet en cause tout l'équilibre colonial. Alors là, à partir de ce moment-là, les Anglais en fait sont vent debout contre le fascisme, contre Mussolini, et imposent à la France, qui était assez réticente, des sanctions qui n'étaient pas non plus énormes, mais des sanctions votées par la SDN. Et Mussolini se retrouve complètement isolé. Et de ce fait, il se tourne vers l'Allemagne. Ce qui n'était pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. Et ce rapprochement de l'Italie isolée avec l'Allemagne s'est fait au prix de l'abandon de l'Autriche.
Ça ouvre la voie, 2 ans plus tard, 38, 36-38, ça ouvre la voie à la réalisation de l'Anschluss, puisque Mussolini, en fait, lève sa main de l'Autriche et permet à Hitler de réaliser l'Anschluss. Et d'ailleurs, Hitler lui dit à ce moment-là, Duce, je n'oublierai jamais. Duce, qui est un nom, Emilio Gentile le dit, qui n'est pas employé tout de suite. Non, assez tardivement. Oui, c'est ça, oui. Et donc, ah oui, on mesure cette importance progressive que va prendre l'Italie, cette Italie regardée de haut quelques années auparavant et qui devient non pas le scrupule dans la botte, mais plus que ça. Enfin, c'est vraiment... Et l'ennemi Mussolini a vécu d'autant plus douloureusement la succession de défaites que connaît l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, dont il est en grande partie responsable. Et il y voit en fait, non pas tellement son échec à lui, mais l'échec des Italiens. C'est-à-dire que ça, c'est typique aussi des systèmes totalitaires. Il rejette la faute sur un peuple italien qui n'a pas été à la hauteur des espérances du Duce. C'est un peu le discours que tient Hitler en fait dans le bunker qu'à la fin, quand il dit le peuple allemand n'a pas été à la hauteur, il sombrera avec moi. Et Mussolini avait eu cette phrase d'un mépris absolument incroyable pour son propre peuple. Quand il s'était comparé à Michel-Ange, il avait dit mais si Michel-Ange n'avait eu que de la glaise, que de la boue, il aurait été potier. Voilà, moi c'est la matière qui me manque. Ce qui est extrêmement méprisant vis-à-vis des Italiens. Mais Mussolini a en fait toujours méprisé la foule. Il avait lu le livre de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules et il n'avait eu que mépris. Et Gentile en fait l'explique aussi dans son livre. Il a une vision très tôt élitiste en fait, même à l'époque du marxisme. C'est un petit groupe d'élus qui doit mener à la révolution. La masse, elle est amorphe, elle comprend rien. Ça c'est une de ses permanences. Mmh. Alors, Frédéric Lemoal, je pense que cette presque heure et demie que nous avons passée en introduction de votre livre « Le fascisme, mythes et réalités » aux éditions Hora Decima permettront à ceux qui vont entendre la suite de comprendre que vous n'êtes pas du tout pro-fasciste et que le petit coup de gueule quand même que l'on sent au début de votre ouvrage face à ceux qui voudraient voir dans le fascisme quelque chose qui n'est pas propre à l'Italie et quelque chose qui n'est pas propre à une période révolue, ce petit coup de gueule n'est pas poussé par un nostalgique de ce régime, mais par un historien qui cherche à ce que les choses soient vraies et correspondent à une réalité historique. Donc, le fascisme, dans votre ouvrage, Mythes et réalités, vous cherchez à la fois à le dater, à le remettre à sa place et à en donner une définition possible. Donc, c'est un phénomène italien lié à un personnage qui est Mussolini et lié à une époque. Alors, qui est lié en fait proprement italien, en effet, qui s'est développé en Italie du fait de l'histoire de l'Italie, c'est-à-dire l'histoire du Risorgimento. J'insiste vraiment, c'est absolument essentiel, on ne comprend rien au fascisme si on ne connaît pas cette histoire du Risorgimento et de son inachèvement, en tout cas pour les fascistes. C'est daté. C'est lié à un contexte précis, qui est le contexte de la crise de civilisation de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui touche l'Italie, mais un peu tous les pays, c'est vrai. Mais il y a des caractères propres à l'Italie et qui est lié au contexte de l'après-guerre mondiale. C'est-à-dire la manière dont l'Italie est entrée dans la guerre, volontairement, sans avoir été agressée par qui que ce soit, au terme d'un débat qui a opposé les neutralistes et les interventionnistes, la manière dont la guerre s'est passée et le soutien ou non que la population italienne a apporté à la guerre et la manière dont elle sort de la guerre après la défaite de Caporetto qui aurait pu signer sa défaite complète. Elle sort quand même dans le camp des vainqueurs. Et puis il y a la crise de l'après-guerre. C'est ça qui engendre la naissance du fascisme. Et juste, Mussolini, oui, bien sûr, mais attention là, Mussolini a fini par
absorber le fascisme en lui et à être l'unique représentant du fascisme. Et c'est sans doute aussi pour cela que les Italiens ont tant piétiné ce corps. C'est ces scènes terribles hein, d'avril 1945, lorsque son corps est piétiné parce qu'il avait fini par incarner. Il y a un aspect un peu chrétien, hein, la religion. Il connaît bien hein, la religion de ses connationaux. Hein. C'est l'incarnation. Son corps a incarné le fascisme et il a fallu, pour détruire le fascisme, anéantir ce corps. Mais attention, en 1919, Mussolini n'est qu'un personnage parmi d'autres. Il ne contrôle pas tout, loin de là. Il ne contrôle pas les squadres et des chemises noires qui sont très autonomes. Il a des concurrents, les fameux, ce qu'on appelle les RAS, RAS, qui sont les chefs en fait des squadres et qui sont parfois même à la tête d'une véritable armée de chemises noires qui mettent à feu et à sang leur province. Je pense à un type comme Farinacci par exemple, et qui n'ont pas du tout l'intention voilà, d'obéir aveuglément à Mussolini. Il a réussi à s'imposer parce que c'est un manœuvrier hors pair et un politique hors pair. Mais attention, au début, c'est pas aussi évident que cela. Il y avait quand même beaucoup de concurrents. Mais effectivement, pour moi, c'est daté. Il disparaît en 1945 en tant que phénomène de masse. Il y a encore aujourd'hui, en Italie, des mouvements groupusculaires qui peuvent se réclamer du fascisme. D'ailleurs, ils se réclament de la République de Salo, c'est ça qui est très intéressant, qui est le fascisme le plus radical, mais c'est absolument groupusculaire. Et c'est complètement daté parce que le monde dans lequel nous vivons n'a absolument mais rien à voir avec celui qui a engendré le fascisme. Nous connaissons, nous, aujourd'hui, une crise de civilisation en Europe, hein, en Occident, en général, et en Europe en particulier. Ça me paraît certain. Mais c'est une crise de civilisation qui a ses propres caractéristiques, qui est liée à l'époque que nous vivons. Et on n'a pas à aller à chercher, comme clé de lecture, un mouvement qui a vécu il y a un siècle. Il y a un siècle. Et dans un monde qui n'a rien à voir, c'est le monde de l'après-guerre mondiale, de la crise de la Première Guerre mondiale, donc qui n'a absolument rien à voir avec celui que nous vivons. Donc utiliser le mot fasciste aujourd'hui, c'est soit une instrumentalisation politique pour disqualifier un adversaire, ce qui est largement le cas aujourd'hui, on ne discute pas avec un fasciste, donc la discussion est close, mais pour le disqualifier, le diaboliser, ou c'est le preuve d'une inculture crasse qu'il ne faut jamais sous-estimer, ou c'est une malhonnêteté intellectuelle absolument confondante. Alors, en effet, je me suis un peu amusé dans l'introduction à faire la liste de tous les gens qui étaient fascistes depuis 1945. Le dernier en date, c'est Bruno Retailleau. Bon, il faut être sérieux. Et puis, bien sûr, est arrivé Donald Trump. Alors là, évidemment, là, c'est providentiel. Là, c'est vraiment... des gens très sérieux, que je cite hein, dans l'introduction, très sérieux, en tout cas soi-disant, nous expliquent que le trumpisme, c'est du fascisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser un phénomène sans aller chercher cette catégorie, cette vieille catégorie du fascisme qui est historiquement datée. Par contre, l'autre point qui est à l'origine de ce livre, à côté de cette instrumentalisation par la gauche du mot fascisme, on sent quand même dans une partie de la jeunesse, qu'on va considérer comme de droite, attachée à l'identité et à la défense des traditions, on sent une vision un peu romantique du fascisme, dans cette génération qui est complètement abasourdie par la déstructuration générale des sociétés occidentales, de la remise en cause de toutes les structures traditionnelles de la société et de la religion, et qui s'imagine voir dans le fascisme un mouvement en effet d'autorité, capable de remettre de l'ordre, de défendre les traditions. Ils font la même erreur que les autres, en fait, ils le voient comme un mouvement conservateur. Hein, on peut être catholique et fasciste. Ça a existé, hein, ce qu'on appelle le clérico-fascisme, hein, le catho-fascisme, ça a existé, mais en réalité c'est une vision totalement fausse, parce que c'est une erreur, à mon sens, de voir dans le fascisme un remède à la modernité, puisque le fascisme appartient à la modernité. Il est issu de la modernité, qui est née au XVIIIe siècle, qui fait partie des grandes idéologies engendrées par la philosophie des Lumières. C'est une modernité qui n'est pas libérale, qui n'est pas communiste, qui proposait une autre forme de modernité, mais une modernité quand même. Donc c'est un contresens que de voir le fascisme comme une réponse
à la remise en cause des structures traditionnelles de nos sociétés. Alors Frédéric Lemoal, beaucoup de choses passionnantes dans ce que vous venez de nous dire et dans votre ouvrage dont je rappelle le titre Le fascisme, mythes et réalités par Frédéric Lemoal aux éditions Aura Decima. Petit bobino de Radio Courtoisie et nous reprenons notre conversation. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je reprends notre conversation avec Frédéric Lemoal. Nous sommes en train d'essayer d'expliquer ce qu'est le fascisme, ce qui, Mussolini d'ailleurs, nous a pas beaucoup aidé parce qu'il n'y a pas de doctrine écrite, il n'y a pas un Capital ou un Mein Kampf. Voilà, il y a tous les écrits qu'Emilio Gentile publie dans son livre avant qu'il ne devint le Duce, mais je ne pense pas que tout le monde aura le courage de lire cette foultitude d'écrits, mais vous dites dans votre livre, il y a un fascisme de l'histoire en un lieu, l'Italie, en un temps, 1920-1945, et un fascisme accompli, et non pas un fascisme éternel, intemporel, sorti de nulle part, qui perdurerait de nos jours. Des nostalgiques, comme vous l'avez dit, ça les regarde, il peut toujours Mais alors, on va peut-être essayer quand même de le définir. D'ailleurs, vous posez des grandes questions. Est-ce que le fascisme est révolutionnaire? Est-ce que le fascisme est marxiste? Est-ce que le fascisme est totalitaire? Est-ce qu'on peut être catholique? Il y a un point peut-être, parce que je voudrais évoquer tout de suite, parce que vous m'y avez fait penser en parlant de la jeunesse. Vous en parlez, et Emilio Gentile aussi en parle. Il y a aussi une tentation dans des civilisations un peu en perte de repères, qui ont l'impression qu'il n'y a plus de valeur, que tout s'affadit, de trouver dans la virilité, le militarisme, l'expression ou la possibilité d'une résurrection de notre civilisation. Et ça, vous le contestez, et Emilio Gentile met en garde aussi. En fait, l'excès de militarisation, notamment qui va aussi concerner les filles, est profondément mauvais. Enfin. Là, je renvoie aux encycliques et aux textes de Pie XI, qui règne de 1922 à 1939, donc toute la période du Ventennio, où il dit que c'est bien d'entraîner la jeunesse, à des exercices, pourquoi pas des exercices militaires, mais pas évidemment dans une optique d'exaltation de la guerre pour mener des guerres agressives et de conquête. Vous avez dit le mot viril, et le fascisme, oui, se veut bien sûr viril. Le fascisme, c'est l'idéologie des anciens combattants. C'est les anciens combattants qui prennent le pouvoir, en fait. C'est pour ça que c'est daté. En fait, 1922, c'est l'arrivée au pouvoir de la génération du front. Ils sont jeunes, comme tous les révolutionnaires, comme nos jacobins, et nos montagnards. Ils sont jeunes, comme tous les révolutionnaires, et ils ont fait la guerre, pratiquement tous. Et ce sont des anciens combattants qui ont vécu la guerre comme une expérience absolument merveilleuse, fondatrice, pour la nouvelle Italie. Et donc, il y a cet aspect, effectivement, de virilité et de modernité, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler que les filles aussi sont appelées à faire partie des organisations de jeunesse mises en place par le fascisme, qui sont l'expression de l'essence totalitaire, parce qu'il s'agit évidemment d'arracher l'enfant à son environnement familial. Sous l'influence, bien sûr, en termes d'éducation au vrai sens du terme. Et on a effectivement des jeunes filles qui doivent faire de la gymnastique. Et à l'époque, on voit leurs jambes. Vous comprenez? Alors à l'époque, évidemment, ça passe mal du côté de l'église, de voir des jeunes filles très peu vêtues comme ça et faire des exercices. Ça passe mal. Mais ça, c'est l'aspect moderne, en fait, du fascisme. C'est pas seulement une anecdote, c'est l'aspect très moderne. Et d'ailleurs, on a des témoignages de dames qui étaient jeunes à l'époque et qui racontaient que pour elles, c'était très bien parce qu'elles sortaient de l'environnement familial. Le fascisme les arrachait à leur environnement familial et à une vie toute tracée. Le samedi, le fameux samedi fasciste, elles se rendaient
donc dans ces organisations de jeunesse. Elles prenaient le train, toutes seules, sans leurs parents. Et donc, pour elles, c'était une sorte d'émancipation. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il y avait un féminisme fasciste, hein, loin de là. Mais enfin, quand même, c'est plus compliqué, hein. Il y a bien sûr cet aspect misogyne, conservateur. Attention là au très beau film avec Sophia Loren, Une journée particulière, qui nous décrit une Sophia Loren, mère de famille, complètement enfermée dans, dans, une vie de femme au foyer terrifiante. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les femmes elles devaient participer à la construction quand même de cette nouvelle société qu'établissait le fascisme. Alors, le fascisme, si on prend son mot d'un point de vue étymologique, ça vient des faisceaux, et ces faisceaux, ce sont en fait des espèces de groupes par ville, hein. Il y avait donc les faisceaux de Milan, les faisceaux de Rome. Et pourquoi ce mot? Alors, on sait bien que ça fait allusion aux fameux faisceaux, enfin le symbole là, oui. Donc, les faisceaux romains. Voilà, les faisceaux romains, qui est un symbole d'autorité. C'est ça. Qui était porté par les licteurs. Pourquoi a-t-il pris cela comme... Alors, il y a la référence à la Rome antique, qui est de plus en plus prononcée chez lui, notamment sous l'influence de Margherita Sarfati, sa maîtresse, et qui lui fait découvrir tout l'héritage de la romanité. Et puis les faisceaux avaient été repris, et ça c'est peu connu, avaient été repris également par des groupes syndicalistes dans le sud de l'Italie, fin du 19e siècle, dans les luttes sociales. Donc ça permettait, il y a toujours ce lien en fait, hein, avec la gauche révolutionnaire dans les symboles. Et puis permettez-moi de remarquer que le faisceau se trouve aussi sur les armes de la République française, me semble-t-il. Donc c'est l'héritage romain, l'héritage de la République, tout ça est en fait d'une grande cohérence. Donc déjà, toute personne qui traite une autre de fasciste, il faudrait lui demander s'il connaît l'étymologie du mot fasciste. Oui, j'ai bien peur que... fait référence tout de même à un choix particulier italien, donc de ces espèces de... C'était pas des corporations, ni des syndicats, comment on pouvait appeler ça, des clubs à les faisceaux de tel endroit. Ah, les faisceaux, ce qu'on appelle les faisceaux de combat, les c'est faisceaux ça. de combat. Voilà. Alors, là, c'était ça se voulait un anti-parti, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la structure d'un parti, donc effectivement des groupes qui s'appuyaient sur les squadres, qui étaient les groupes paramilitaires, constitué des chemises noires évidemment en référence aux chemises rouges dont on parlait dans notre émission précédente de Garibaldi, et qui incarnent la négation du parlementarisme. C'est en cela que le fascisme est antilibéral. Il refuse les libertés individuelles au profit de la masse, et de la souveraineté de la masse, la volonté collective, hein, dont parlait Rousseau, et il nie la négation parlementaire, c'est-à-dire qu'il nie l'idée que le Parlement fut le lieu où les conflits pouvaient être réglés par la discussion, par le vote, par l'échange. C'est par la violence que les problèmes du pays sont réglés. Cette violence qui s'exerce contre les syndicats marxistes, contre le PSI, contre les journaux. Hein, les squadres ont participé à la dévastation de l'Avanti, hein, à Milan, qui avait été pourtant le journal qu'il avait dirigé. Et puis toutes les structures syndicales, qu'elles fussent marxistes ou même catholiques. Hein, attention, hein, il ne faut pas oublier que les structures catholiques ont elles aussi eu à souffrir du fascisme, notamment entre 1919 et 1920. Donc en fait, on est fasciste quand on fait partie d'un faisceau de combat au début. Tout à fait. C'est exactement cela. Et progressivement, ces faisceaux de combat vont devenir les soutiens de la Constitution. Il y avait un parti, quel était le parti? Alors, il faut attendre 1921 pour la création d'un parti. C'est ça. Parce qu'il est plutôt anti-parti d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Il est plutôt anti-parti. Et puis la conquête du pouvoir après les élections de 1921, qui ont vu les fascistes gagner une trentaine de députés. Il fallait quand même un parti.
Donc c'est la création en 1921 du Parti national fasciste, mais qui, dans le système fasciste, n'est qu'un instrument. C'est-à-dire, du côté soviétique, c'est le système du parti-État. Et le parti absorbe l'État. C'est le secrétaire général du PCUS qui gouverne le pays. Ce qu'a été le camarade Staline. En Italie, non, c'est l'État. C'est pour ça que le fascisme, en fait, est un socialisme. Pourquoi c'est un socialisme ? Parce que c'est un étatisme. Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État, a dit Mussolini. Résumant parfaitement la place que l'État occupe dans le système. Le parti ne sert... il n'a jamais dirigé le parti, hein. Le parti ne sert qu'à mobiliser les foules, qu'à organiser les grands rassemblements, à infuser dans le corps social italien l'idéologie du fascisme par toutes les structures de jeunesse ou de loisirs qui dépendent du parti. Mais c'est tout. C'est l'État qui prime. Et c'est en cela qu'il est un socialiste, parce qu'il va vers le peuple, il va constamment vers le peuple. En cela, tous les totalitarismes sont des formes de socialisme, hein. Le nazisme, c'est le national-socialisme, hein. Et c'est un socialisme parce qu'il y a cet étatisme. Et alors, il va s'imposer par des formes de l'égalité au pouvoir. Cette marche sur Rome de 1922, il s'impose, il s'inscrit dans des élections. Alors, personne n'est d'accord, en fait, sur la nature de la marche sur Rome. Pour Emilio Gentile, la marche sur Rome, c'est selon le titre du livre qu'il a écrit là-dessus, qui s'appelait Octobre Noir, pardon. Donc il fait la comparaison bien sûr avec Octobre 17. Lui, c'est quand même un coup d'État, où la marche sur Rome sert à Mussolini à s'emparer dans l'illégalité de la violence. Pour un autre historien, par exemple, qui est un historien français, qui est Didier Muzieliac, pour lui, non. La marche sur Rome, c'est une petite pression qui est exercée sur le roi, et en fait, tout se fait par des discussions politiques menées par Mussolini, par d'autres dirigeants du fascisme, comme Dino Grandi, comme Cesare Maria De Vecchi, qui a l'oreille du Quirinal, hein, du palais royal, des discussions avec le grand chef politique de cette époque, qui est Giovanni Giolitti, et en fait, on négocie l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Donc, personne n'est vraiment d'accord. Alors, en réalité, en fait, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce qu'effectivement, c'est le roi qui nomme Mussolini président du Conseil le 30 octobre. Et seul lui avait le pouvoir de le nommer. Mais ça se fait évidemment avec une pression quand même. Alors, bien sûr, une pression pour les uns qui n'est pas énorme, pour d'autres qui est énorme, qui est en fait la pression des chemises noires qui se sont emparées de plusieurs municipalités et puis qui menacent de marcher sur Rome. Emilio Gentile rappelle le côté très sérieux de cette prise du pouvoir des municipalités, des préfectures par la force, bien sûr, hein, par les fascistes, dans la perspective de la marche sur Rome, alors que Didier Muzieliac, lui, insiste davantage sur l'aspect débraillé des chemises noires qui sont pas bien armées. Il pleut, une pluie d'automne abominable sur Rome à ce moment-là, et puis il suffisait que l'armée tirât un petit peu dans le tas, et puis on n'en parlait plus, c'était fini. Je ne sais pas pourquoi j'ai un vague souvenir, mais d'avoir vu du côté d'Aquileia, donc en Vénétie, des rails, des wagons qui avaient été utilisés pour le départ de la marche sur Rome. Alors ça, oui, il y a eu des wagons qui ont été utilisés. Je ne savais pas qu'ils se trouvaient il me semble avoir vu... D'ailleurs, il y a un cimetière à Aquileia où est enterré... c'est dans ce cimetière qu'ont été déterrés les différents corps, où on a choisi le soldat qui n'est pas inconnu, oui, hein, parce qu'en Italie c'est un soldat connu, dans le cimetière d'Aquileia. Ne m'en demandez pas plus, je ne me souviens pas, mais je vois ce grand cimetière donc près de Venise, hein, Aquileia, c'est la zone du front. Oui, c'est ça. Zone du front. Ouais. Tout à fait. Donc il y a tout une sorte de musée à ciel ouvert de la marche sur Rome. Alors voilà, et donc cette marche sur Rome qui a un mélange de légalité et d'illégalité, dont on sait quand même pas tout.
Quand j'ai écrit ma biographie de Victor Emmanuel III, j'ai eu plus de mal à comprendre les mécanismes de la Ah marche oui. sur Rome que la destitution de Mussolini, le complot, les deux complots qui font tomber Mussolini le 24 et 25 juillet 1943. 3. C'est beaucoup plus clair pour nous. La marche sur Rome, c'est un phénomène euh, très complexe. Mais on est quand même dans la mythologie de gauche, dans le sens d'une marche. Hein. On marche sur Versailles, on marche sur Rome. Il y a cet aspect un peu révolutionnaire. Mais une révolution en fait qui s'est arrêtée au Palais Royal parce que le roi a nommé Mussolini, et il en a fait son premier ministre et il n'est resté en fait que premier ministre pendant tout le vingennio. Il n'est jamais chef de l'État. Mhm. C'est une dictature, le roi l'a laissé gouverner sans problème, même pour les pires décisions, il l'a laissé, mais il l'a quand même destitué. Chose impensable en Allemagne. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Alors justement, comment est-ce que l'on arrive à caractériser ce régime? C'est un régime dictatorial, C'est du césarisme. autoritaire, totalitaire. Vous contestez, c'est très intéressant tout ce que vous racontez, contestez sur l'évolution de l'historiographie par rapport à ce que disait Hannah Arendt sur son Oui. système totalitaire. Alors, en effet, Hannah Arendt, en fait, distinguait le fascisme d'un côté et de l'autre le nazisme et le communisme, et n'en faisait pas un régime totalitaire, mais simplement autoritaire, et elle utilisait comme critère la violence. C'est un fait. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a une tendance pour vraiment mettre pratiquement au même niveau le nazisme et le fascisme italien, ce qui me paraît quand même un peu poussé. Mais le degré de violence est un fait et bien moindre. Il n'y a pas de goulag, il n'y a pas de Dachau, il n'y a pas d'Auschwitz. Voilà. Et donc, elle utilisait cela pour ôter le caractère totalitaire. Et donc, c'est une erreur. Et aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire, et Gentile a beaucoup travaillé, a porté beaucoup là-dessus, pour dire que c'est un régime d'essence totalitaire qui a qui a eu à sa disposition des instruments totalitaires, le parti unique, la police politique, l'OVRA, les organisations de jeunesse, pour son emprise du corps et de l'âme des Italiens. Ça, c'est le totalitarisme, mais qui est resté un totalitarisme de basse intensité, dans la violence et dans l'emprise des esprits, parce qu'il se heurte à des contre-pouvoirs extrêmement puissants. Le grand patronat du nord de l'Italie, qui soutient le régime, mais qui fait ses affaires. La monarchie. Le roi a joué son rôle, il a protégé l'État de la fascisation complète. Et quand Hitler vient en 1938 à Rome, il n'arrête pas de dire à Mussolini, mais c'est que ce roi, il faut se débarrasser de ce, il est tout petit, il faut absolument s'en débarrasser, il faut faire la révolution jusqu'au bout. Et la monarchie, évidemment, qui a un lien de légitimité, évidemment, très historique, très puissant, et ne pas oublier que l'armée prête serment, les officiers prêtent serment au roi. L'armée de terre est monarchiste, la marine est monarchiste, il n'y a que l'aviation, qui est une arme moderne, qui a vraiment été fascisée, notamment par Italo Balbo. Et puis, autre contre-pouvoir, évidemment, c'est l'Église. C'est l'Église. Alors, les relations ont beaucoup oscillé. Il y a eu les accords du Latran, la réconciliation, en février 1929. Dès la ratification à l'automne 1929 des accords, il y a une crise, parce que les durs du régime, les anticléricaux du régime étaient vent debout face à cette entente avec les soutanes, et Mussolini a dû les rassurer en disant « Non, ne vous inquiétez pas, l'éducation, elle est à nous. L'éducation des enfants, elle est à nous. » Alors, Pie XI, qui n'était pas du genre à laisser passer une telle hérésie, a réagi violemment. Il y a eu une crise entre les deux systèmes, qui a rebondi en 1931 lorsque les chemises noires se sont mis à vouloir démanteler par la violence les organisations de l'Action catholique. Et il y a même eu une encyclique en 1931, Non abbiamo bisogno, qui est une condamnation du nationalisme et de l'étatisme du fascisme par Pie XI. Il emploie même le mot de paganisme dans le texte.
Et on trouve un modus vivendi, et de 31 à 38, voilà, les deux États voilà, vivent dans une sorte d'harmonie, de modus vivendi, assez apaisé. Et en 38, le conflit repart parce qu'il y a l'alliance avec l'Allemagne qui se profile, il y a la radicalisation de la révolution fasciste, il y a les lois antisémites qui portent atteinte au concordat. Et à partir de 38, voilà, la papauté est en train de retirer son soutien au régime. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, je reçois Frédéric Le Moral pour une seconde partie consacrée à l'histoire du fascisme et de Benito Mussolini, autour de 2 ouvrages. L'un dont vous avez assuré la préface, Emilio Gentile, avant qu'il ne devint le Duce, aux éditions Certamen, et l'autre, Le fascisme, mythes et réalités, aux éditions Hora Decima, ouvrage de Frédéric Le Moral. Comment poser ma question? Est-ce que quelque chose prédestinait ou pouvait laisser supposer le basculement antisémite de Mussolini à partir de 38? Est-ce que, de même que le communisme est intrinsèquement pervers, est-ce que le fascisme était intrinsèquement antisémite? Non, pas du tout en fait. L'annonce en juillet 38 d'une politique antisémite et l'adoption des lois à l'automne, de lois de discrimination contre les juifs italiens, ont été une surprise pour tout le monde et surtout pour les juifs italiens, puisque il n'y a rien d'antisémite dans le fascisme, dans l'idéologie. C'était d'ailleurs ce que reprochaient les nazis. Au fur et à mesure du rapprochement entre Rome et Berlin, les nazis ne se gênent pas pour dire aux fascistes « mais vous ne comprenez absolument rien, vous n'êtes pas antisémite ». C'est l'antisémitisme qui est la grille de lecture, d'explication du monde, donc il faut être antisémite. Eh bien, malgré cela, il y a ce basculement par un Mussolini qui avait été l'amant de Margherita Sarfatti, donc, qui était elle-même issue de la grande bourgeoisie juive de Venise. Il y a ce basculement, alors qui s'explique par, bien sûr, le contexte. On est en 38, le rapprochement est très très fort. Il n'y a pas encore l'alliance, ça sera qu'en 1939 avec le pacte d'acier. Mais enfin, voilà, on est quand même dans un rapprochement qui est très très fort. Hitler est venu à Rome en mai 38, donc il y a bien sûr le contexte qui joue du rapprochement avec l'Allemagne. Il y a aussi, à mon avis, l'aspect de la révolution fasciste. La révolution a toujours besoin d'un ennemi. Pour Mussolini, la révolution se devait d'être permanente. Et donc, il faut toujours offrir à la révolution un ennemi. Et vu que l'ennemi politique avait été dégagé, la gauche, aussi bien la gauche que le catholicisme politique, eh bien, c'était offrir un nouvel ennemi pour la révolution fasciste, un ennemi à haïr. Il faut relire 1984, évidemment, de Orwell, pour comprendre ce phénomène, cette expression du totalitarisme. Et puis, on avait, à mon avis, troisième élément, c'est que ça permettait de renouer. Il y a l'aspect racial, bien sûr, dans l'antisémitisme, puisqu'on se met à parler des Ariens en Italie, c'est grotesque. Mais ça permet de relier aussi le fascisme à ses origines, évidemment, de gauche, puisque ça réactive tout l'antisémitisme de gauche contre le monde de la bourgeoisie, contre le monde de l'argent, contre le monde de la banque, contre les pouvoirs plutocratiques. Et cet aspect du judaïsme mondial qui tient la City et Wall Street prend une place importante pendant la guerre. C'est un élément important de la propagande qui est servi aux Italiens matin, midi et soir pour entretenir leur haine contre les systèmes anglo-saxons. Frédéric Le Moal, il nous reste 2 minutes. L'Italie contemporaine, l'Italie de Meloni, quel regard porte-t-elle sur cette période ? Quand je dis porte-t-elle, je parle du peuple en général, de l'Italie contemporaine. Alors c'est complexe. Il n'y a pas eu le même travail de mémoire en Italie qu'en Allemagne. Donc la relation avec la mémoire du fascisme n'est pas la même. Alors vous avez une partie du pays de la société italienne qui considère que c'est un régime abominable, cauchemardesque. Vous avez une petite partie, vraiment petite, qui a la nostalgie de ce régime. Et puis, alors je ne saurais pas la quantifier, pardonnez-moi. Je ne saurais pas la quantifier, mais
il y a quand même, je pense, dans la masse des Italiens, l'idée que c'est un régime voilà, qui a apporté de mauvaises choses à l'Italie, avec l'alliance avec l'Allemagne et l'entrée en guerre. Mais cet aspect mis de côté, après tout, le régime n'a pas été si terrible que ça. Les répressions, c'est pas l'Union soviétique et c'est pas l'Allemagne nazie. Il y a eu des réalisations sociales, économiques, alors qui sont objet de discussion entre les historiens pour savoir si c'est un succès ou pas. Mais voilà, il y a quand même cette vision quand même modérée du régime fasciste dans la société italienne. C'est complexe dans le sens où ce n'est pas une diabolisation totale de la personne de Mussolini et du régime. Alors c'est pour cela que pour s'en faire une idée historiquement juste, il faut lire votre ouvrage Frédéric Le Moal, Le fascisme, mythes et réalités chez Aura Decima. Et puis si on veut se plonger davantage dans l'histoire du fascisme, il y a votre ouvrage que vous aviez publié il y a quelques années chez Perrin. Et puis si la personnalité, la construction de la personnalité de Mussolini et de l'idéologie fasciste passionne nos auditeurs, eh bien plongez-vous dans l'ouvrage d'Emilio Gentile, Avant qu'il ne devint le Duce, aux éditions Certamen, dont vous avez assuré la préface. Merci beaucoup Frédéric Le Moal pour ces 2 heures d'émission. Et chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.